pourquoi j'ai très peu de personnes. Ah, il est 57. Bon, allez, on va dire que c'est ça. 57. Euh, donc, voilà. Vous m'écoutez, hein, vous m'entendez bien. Euh, Vous avez en bas, à gauche de Discord, un petit symbole qui ressemble à des verticales. C'est l'atténuateur de son. D'accord? Vous avez à côté de voix connectée, généralement, ou je sais pas quoi, vous avez suppression du bruit optimisé par CRISP. CRISP, c'est un algorithme, je me suis renseigné hier, qui permet normalement de limiter les problèmes de bruit parasite. Voilà, donc je voudrais que vous l'activiez, si ça ne pose pas de problème. Voilà, et j'en serai heureux. D'abord, je suis super content de vous retrouver. Très franchement, je suis très content. Ça me permet de toujours faire avancer les choses. Alors, en attendant que les gens arrivent, il est 58. De toute façon, moi, je commence pile poil à 10 heures. Je vous ai envoyé par mail un certain nombre de documents. Je les ai mis dans Discord. Alors, j'ai pas tout mis, d'accord, mais parce que je veux que vous gardiez une certaine attention et que vous ne pensiez pas que vous comprenez tout. Il y a donc un vrai effort à faire. Voilà, voilà. Et puis, je vais vous envoyer dans la pratique des slides, toujours sans doute en fin de journée plutôt, de la journée, de ce qu'on a fait dans la journée. Voilà, voilà, voilà. J'espère que voilà. Donc, si quelqu'un me reçoit avec des parasites, j'aimerais bien qu'il se manifeste. Bon, C'est lequel? C'est qui? bonjour, c'est moi. C'est moi, ça veut rien dire. C'est Léopold, pardon. Ah oui. Ah ouais. Bonjour. Bonjour Léopold, comment tu vas Léopold? Ça va bien, prêt pour commencer? D'accord. Est-ce que tu as des bruits de parasites? Pas du tout, pas du tout. C'est assez fluide au niveau de la parole? Oui, moi c'est fluide, mais je sais que j'étais parmi ceux qui ont une bonne connexion et qui avaient pu entendre Madame Canet notamment. C'est pas le cas de tout le monde, donc je sais pas si je suis le meilleur exemple. Mais non, Madame Canet, c'est une chose. Ah, autant pour moi. Moi, je te parle de moi, hein, Ok, uniquement de ok. moi. Bah ça se passe Alors, très si bien. avec moi, ça Parfait. va. Ouais, parfait, parfait. Bon, les autres font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Moi, j'adore, j'ai découvert ce Discord, je le trouve génial, et d'une efficacité. Un truc assez bête, par exemple, vous voyez, quand vous quittez, alors à vérifier parce que je suis super retourné, mais quand vous quittez ce que vous avez par ailleurs, Big Blue Button, BBB, en fait, tout ce qu'on a fait elle peut avoir disparu. Alors là, par exemple, vous voyez, les images que vous avez dans le salon, vous savez, tout ce qu'on a pu télécharger, les échanges, eh bien en fait, il reste, vous revenez et vous avez toujours une trace de ce qui a été échangé, quoi. Je trouve ça, rien que ça, je trouve ça super génial. Enfin bref. Tout à Bien, fait. allez, on va en baver un petit peu. 37, tant pis, hein, il est 10 heures. Moi, je démarre, hein, je suis comme ça. Bonjour monsieur. Je... Est-ce qu'au Voilà, lieu voilà. d'envoyer, est-ce qu'au lieu d'envoyer une image par mail, vous pourriez faire des mails groupés parce que là, la boîte, ça sature un peu, c'est plus très visible. Ou alors juste les mettre comme ça dans Je ne sais pas Discord. qui parle. Qui parle? Thomas. Ok, C'est Thomas, merci pardon. Thomas. Alors, la boîte mail sature. Ah, écoute, on essaie de faire plusieurs choses, hein. Là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les choses euh, sur Discord. La prochaine fois, je vous ferai un lien à nouveau sur le Google Drive. De toute façon, je n'ai pas de solution idéale. Hein, en fait, voilà. Il y a toujours un truc qui ne va pas. On dirait des consommateurs, que choisir. Mais des gens, donc c'est déjà pas mal. Je voudrais revenir un peu en arrière. Donc je vais partager mon écran si vous voulez bien. Et dès qu'il y a des choses bizarres, vous écrivez, vous m'expliquez. Voilà. Donc là, je vais partir de ce côté-là. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez normalement un écran blanc pour l'instant. Et je vais revenir ici. Je voudrais qu'on prenne 2 secondes pour introduire de nouvelles notions. Alors, j'aurais voulu les faire évidemment très tôt. Il y a les vacances arrivent maintenant, le risque c'est que vous perdiez le fil, donc je voudrais simplement les présenter, je ne vais pas faire de choses compliquées, et je vais vous donner des DM.
Pendant les vacances, de toute façon, je suis coincé, je suis chez moi, donc je ne peux pas aller voir ma famille, rien du tout, elle habite très loin. Donc, résultat des courses, vous pouvez m'envoyer des DM, vous pouvez m'envoyer des choses, je vais vous envoyer. L'idée forte que j'évoquais avec l'un de vos camarades, c'est que vous ayez toujours du travail, bien sûr de vous détendre, mais du travail, 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 travail. Sinon, la reprise, ça va être terrible, euh, même si, euh, même si vous êtes très courageuse, ça sera terrible. Bien, alors je prends mon crayon, j'espère que tout va bien dans mon crayon. J'ai pas testé tout à l'heure, j'ai fait que de discuter. Hop, voilà. Donc ça, c'est le schéma qu'on a vu en cours. Alors, voilà. Donc je reprends l'idée assez forte de cette densité. Alors ça, c'est le document que j'avais établi l'année dernière sur du surfacique, j'avais pas pu faire ce que j'ai fait avec vous, le montrer de façon générale. Donc je le répète, c'est une densité. Et surtout, ce qui est très important, c'est ce que j'ai voulu vous envoyer, c'est-à-dire que cette densité, donc ici j'ai mis un seul symbole, parce que c'était en latex et je ne maîtrisais pas les doubles intégrales et tout, et tout, et tout, et tout. C'était pas simple. Bon, ça va beaucoup mieux, mais j'ai pas envie de le refaire. Regardez bien. Et si vraiment il y a un souci, vous faites l'effort de poser une question. Donc, question ici. En vrai, cette densité que l'on voit un petit peu là-haut, au niveau de mon stylet, elle est potentiellement affectée par du frottement. Cette densité, c'est comme les lois de Coulomb. Ma stratégie du cours, c'est que dans l'immense majorité des classes préparatoires, on enseigne la statique en commençant par ça, par tout ce qui est intégrale double, triple, etc. Et ensuite, on fait le modèle, on va dire, global. Moi, je fais l'inverse. Je pense que le modèle euh, dans la pratique globale est facile à comprendre et le modèle local est plus difficile. Donc, du coup, quand il y a du frottement, prendre un crayon, je vais ici, hop, 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 voilà. Quand il y a du frottement, eh bien, il y a effectivement une composante normale, c'est-à-dire suivant N1, N1, ce pourrait être là, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être un peu trop vite, non, je ne sais rien. Mais vous avez aussi une composante tangentielle. Et cette composante tangentielle, vous voyez ici, sur le dessin, elle est opposée au vecteur vitesse. Et quand je suis avec du glissement, par rapport à la normale, Caroline, si tu m'entends, eh bien, je suis penché d'un angle phi. Cet angle phi est très faible, vaut 5, 7 degrés, admettons, dans le cas général, il y a toujours des cas particuliers. Et dans la pratique, ça explique pourquoi il est mesuré par rapport à la normale. Parce que dans la pratique, vous avez l'action s'il n'y avait pas de frottement, qui serait uniquement portée par N1, que vous avez ici. Donc ça, c'est important, ça fait partie des choses que vous devez réaliser. Voilà, voilà, voilà. Bien. J'espère que vous avez compris ça. Pourquoi je vais en avoir besoin? Je vais en avoir besoin parce que à un moment donné, je vais faire des embrayades. Vous vous souvenez? Le cheddar, le cheddar, le steak, qu'on avait pu évoquer avec ce qui se passait au niveau du portail, eh bien, on aura très exactement ça après. Voilà. Donc, ici, je rappelle, et pour la énième fois, vous voyez que là, du coup, j'avais fini par réussir à le faire. Euh, voilà, et le principe de l'intégrale double. Et j'avais fait un exemple. Si vous êtes curieux, eh bien, ici, c'est 1 et 1, c'est en fait comme limite. Pourriez vous réentraîner euh, au niveau finalement du calcul en faisant cette application-là. D'accord? Voilà. Vous avez le document, vous avez l'exemple, vous avez le démarrage, vous avez plein de choses. Évidemment, il y a de votre part un effort à faire. Écoutez, moi, quand j'étais à votre place, j'étais énormément plus curieux. Et donc, franchement, j'avais envie de savoir faire. Voilà, c'était mon truc.
Voilà, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais en tout cas, je trouvais ça super génial. Surtout qu'en deuxième année, derrière, vous allez avoir les comics, vous allez avoir les espaces propres, vous allez avoir un paquet de notions en fait qui vont être associées à ça. L'électrostatique, je ne sais pas si vous en faites en première année, je ne sais plus. Mais en tout cas, le magnétisme, c'est certain. Et voilà. Bien. J'espère avoir été clair et ce document vaut son pesant de cacahuètes. Je vous demande, parce que plus tard vous allez en avoir besoin, de l'avoir à l'esprit, de l'avoir vécu. Bien. Je vais revenir sur le barrage. Et sur le barrage, on va aller sur la question numéro 2. Alors, je vous ai envoyé voilà, des étapes intermédiaires. Je vais zoomer pour comprendre. Je vais revenir peut-être en arrière, si vous voulez bien, sur la question 1, peut-être. Voilà. L'axe central, je ne l'ai pas traité. Ce n'est pas dramatique. Voilà. Qu'est-ce qui dit l'axe central? Voilà, on avait calculé ça. J'avais été effectivement sans doute maladroit en ne vous envoyant pas, mais je l'étais certain de vous. Enfin bref, je n'avais pas forcément insisté sur le fait de travailler le recueil 14, c'est ma faute. Voilà, donc l'idée, elle est là. Donc vous voyez qu'ici, finalement, on avait trouvé, vous voyez cette droite que vous avez en pointillé ici mauve, voilà, à ce niveau-là, voilà. Cette droite, eh bien, c'est l'axe central. Alors c'est quoi l'axe central? Eh bien, dans votre tête, je vais prendre un petit stylo, je vais revenir un peu en arrière. Wesh. Je vais me remettre ici. Hop, si tu veux bien, je vais remettre un petit cap pour pouvoir écrire. Eh bien, c'est quoi l'axe central? Alors d'abord, c'est un point où le champ de moment, pour le sens dans le cas général, est minimal. Minimal ne veut pas forcément dire toujours zéro. Minimal, j'ai bien dit minimal. Bien. Ici, en l'occurrence, c'est le cas. C'est nul. C'est-à-dire que les moments au point I, il vaut 0. D'accord? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si je prends d'un côté tous les f de m associés à cette partie-là, et si je prends tous les f de m situés de l'autre côté, et si séparément, je cherche la résultante, je vais l'appeler par exemple F1, et de l'autre côté, je l'appelle F2, alors très précisément, les effets en rotation de ces deux morceaux de la résultante se neutralisent, ce qui veut dire qu'on a très précisément un moment nul. Voilà. Paul Riquier est en train d'écrire. Très bien, Paul. Vais-je voir le message, Paul? Alors attends, parce que je repasse de l'autre côté. Est-ce que c'est lié aux aires des deux parties du triangle? Parfaitement. Mais pas seulement, Paul. C'est linéaire ici, c'est pas toujours le cas, et à distance, c'est pas facile de vous montrer d'autres exemples, mais on essaiera ensemble de le faire sur une sphère à un moment donné. Dans la pratique, nous sommes totalement d'accord. Il faut rajouter la densité. D'accord? Et la forme de cette densité. Donc, c'est pas forcément un triangle. Mais, ok. Donc, je vais enlever ça, Paul, si tu veux, pour éviter de surcharger la figure. Question Pierre qui entendait du bruit. Pierre, est-ce que tu entends du souffle? J'ai mon ventilo qui s'est mis en route. Mais beaucoup moins qu'hier. Merci. Bah, écoute, on essaye de faire avec. C'est pour l'instant, c'est supportable. C'est bien mieux qu'hier, d'accord. On va soigner les choses. C'est bien. Donc je vais retirer ça. Clac. Voilà. Donc la figure ici, ce côté, cette chose-là, cette chose avec la perspective, il faut l'ignorer dans la suite. Mais c'est un seul et même dessin que j'ai fait, donc je ne peux pas le couper en deux. Bon, il faudra que je mette un rectangle blanc pour le cacher. Vous le cachez. Donc on va passer, si vous voulez bien, à la question numéro T2. Alors, sur la question numéro T2, j'explique d'abord.
et vous allez me faire plaisir. Vous allez essayer de jouer le jeu. D'accord? On appelle ça un barrage poids parce que, en théorie, en pratique, on prend des précautions, et évidemment, eh bien, en fait, le poids, je vais rajouter un calque pour me faire comprendre. Voilà, voilà. Le poids de cette chose, donc de tout le bloc ici, son poids, P, ouais, que je pourrais éventuellement imaginer ici, eh bien, il va créer. Je vous rappelle qu'au moment où on se parle, on a trouvé une résultante des actions de l'eau qui était comme ça. Donc ça, c'est de l'eau sur le barrage. Ok? Ça pousse vers la droite. Le poids, lui, du barrage, il est vers le bas. Si maintenant, et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, à la fin de cet exemple, on essaye de voir ce qui se passe. Je devrais changer de couleur. Alors, si vous ne voyez pas une couleur, vous me le dites. Hein. Voilà. Sur le sol, là, plein de petits éléments d'effort vont venir parce qu'il y a du frottement, s'opposer au déplacement de ce barrage. La question, c'est comment je dimensionne ce barrage, c'est-à-dire quelle est la valeur de P qui, logiquement, pratiquement, avec le sol que j'ai et le béton armé que j'ai, fait que ce barrage ne bougera pas. C'est ça la question. Okay. Donc, nous allons paramétrer cette étude et déterminer finalement le poids de cette chose-là. Avant de me débarrer avec tout ça. J'espère que vous comprenez l'idée. Donc là, je vais effacer tout ce bazar. Bien. J'espère que vous suivez. Donc là, j'ai des ventilos, par exemple, qui fonctionnent vraiment très fort. Pratiquement, comment on va faire? Donc ça, c'est très important. Eh bien, cette fois, le poids, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne devrais pas prendre du verre. Toujours pareil. Voilà. Le poids, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette fois, le poids de ce barrage, c'est une intégrale triple. Pourquoi triple? Eh bien, parce que vous allez intégrer votre volume, c'est-à-dire que cette fois, je m'intéresse à des choses qui se trouvent à l'intérieur. D'accord? OK? Qui se trouvent à l'intérieur de mon bras. Et je vais sommer ces petits éléments volumiques. Donc ici, je vais avoir un dV. Et donc, je vais avoir un F de M, ça n'a pas changé. D'accord? Mais ce F de M, il ne va pas être, si vous voulez, dans la pratique, surfacite. Vous connaissez l'idée. L'idée, c'est le MG. Oui, d'accord? Donc cette fois, on n'a pas F égale PS, on a du MG. On a une densité, en fait. Au départ, volumique. Donc cette densité, on va essayer d'imaginer comment la calculer. Et pour ça, on va s'y prendre en plusieurs étapes. Alors normalement, je vous ai envoyé ce document. Vous pouvez, si vous avez la chance de l'imprimer, la noter. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, vous pouvez peut-être suivre un peu autrement. Et donc effacer ce bazar. Donc la question qui se pose, c'est quelle est l'expression de cette chose-là? Alors en vrai de vrai, je vais tricher un peu, pour la bonne cause. Le poids, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le poids, il va être quelque part appliqué, on verra comment on le trouve, en un centre de gravité, quelque part ici. Et donc,
je ne vais pas m'embêter. Je vais plutôt que m'intéresser au calcul du poids dans sa totalité, dire si je parviens, ici G, ce serait quelque part dans le plan XZ, si je parviens à trouver ce point G, alors je sais que je vais pouvoir lui mettre le moins MGZ. On est d'accord? OK? On verra comment on calcule tout ça. Donc la question, ça va être de trouver la situation de ce centre de gravité, par exemple. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? J'espère que oui, je vais lentement. Bien. Donc, on va s'attaquer à un truc de ouf. Trouver, par exemple, X. Alors, au fait, oui, ça me fait penser, je te vois, Damien. Damien, Aurélien, je ne sais pas si Aurélien est présent. Dans la pratique, vraiment, il faut que vous vérifiez avec le iCloud. Il doit, et c'est souvent le truc d'Apple, hein, moi j'ai un Mac, je vois le problème, c'est qu'il vérifie que cet envoi en masse, j'envoie un envoi en masse, eh bien, n'est pas un spam généralisé. Donc, il faudrait voir dans les forums s'il y a quelque chose pour vous aider. Bon, bien. Donc, voilà. Mais ça, c'est Mac. Hein, et, voilà. Il n'y a pas de problème. Alors, on doit trouver XG. D'abord, avant de faire apparaître des choses, j'aimerais, si vous voulez bien, l'écrire manuellement à votre rythme et je vous invite à me suivre manuellement. Ouais, j'essaie de trouver des combines pour que vous puissiez me suivre. Eh bien, en fait, ici, on sait que ce soit OG, etc., ce sont une moyenne. Or, le centre de gravité, il y a quelque chose que je sais. Étant donné mon système d'axes que je viens d'employer, le point associé à ce centre de gravité se trouve être dans le plan XZ. Autrement dit, dans le plan que j'assure là. On est bien d'accord. Donc, au lieu de le faire en 3D direct, eh bien, je vais, dans un premier temps, si vous voulez, le traiter uniquement sur la surface. Donc, ça revient à faire quoi? À trouver le centre de gravité d'un trapèze, et plus précisément, et vous allez m'aider, ici, l'abscisse. Donc, ça nous fait un 1 sur S, puisque c'est une moyenne. Intégrale double, on verra, je ne mets pas les bornes tout de suite. D'accord? De quoi? Eh bien, normalement, on devrait avoir, je l'écris ici, un OM scalaire X. Mais qu'est-ce que ça fait OM scalaire X? Ça fait tout simplement X. D'accord? Et donc, vous allez vous retrouver avec un X dx dz. Est-ce que c'est OK, Adrien Michelot? Tiens, par exemple, pour changer. On a interrogé quelque chose. Je ne sais pas s'il est là. Oui, je suis content là. Super. Quel va être le problème? Quel va être le problème? Je vais essayer de vous expliquer. Avant de le faire par le calcul, vous avez bien compris que là, je ne m'intéresse plus du tout à l'eau. J'ai traité ce problème-là. Je ne m'intéresse qu'au trapèze. Quel va être le problème? Ben, le problème, il va être très simple. C'est que lorsque je vais faire varier Z, je prends cette valeur-là de Z, je prends cette valeur-là de Z, je prends cette valeur-là de Z. On observe que X va varier avec des valeurs différentes. On pourrait faire ça, Théophile, mais pour l'instant, on va se faire du mal, Théophile. Un petit peu, si tu veux bien. Parce que l'autre, de toute façon, ça pose aussi des problèmes. Mais c'est une bonne idée, évidemment. Donc, j'en suis arrivé là. On est d'accord? C'est clair? Bien, je suis content. Donc, attaquons le problème. Et je vous donnerai des exercices là-dessus, évidemment. Alors, jusque-là, vous avez normalement
fait les choses. Donc, nous allons uniquement nous intéresser à XG. Si vous êtes curieux, je serais hyper content, vous pourriez trouver ZG. Alors, voilà. Donc, on va essayer, si vous voulez, de comprendre cette figure, ce petit rajout. Donc, vous le rajoutez, vous faites un petit dessin, je vous laisse le temps. Voilà. On va essayer de piger. Qu'est-ce qu'elle dit, cette formule? Elle dit toujours la même chose, les jeunes. Elle dit toujours la même chose. Elle dit que si je prends un z donné, ça veut dire que pratiquement j'ai fait quoi? L'intégrale de xg, on a dit que c'était 1 sur s, somme d'une somme. La somme extérieure sera des z. Et ce qui reste finalement dans l'intégrale, ici, c'est un x dx. Donc ici, vous voyez qu'il faudrait qu'il y ait un x1 de z jusqu'à un x2 de z, sachant que le z varie de 0 à h. Vous écrivez ça, histoire de démystifier la difficulté. Voilà. Donc, vous voyez, je ne balance pas que des résultats, je les écris au tableau, entre guillemets, et pour vous laisser le temps de les reprendre. Parce que sinon, j'ai aucune idée du temps que vous pouvez mettre. Donc, je vais effacer ce que je viens de faire pour, ou alors je continue un petit peu, si vous voulez. Ici, nous aurions à ce niveau-là un x1 de z qui évidemment vaut 0. Et ici, un x2 de z qui évidemment vaut la chose que j'ai indiquée ici. Bon. Je vais lentement parce que c'est vraiment la base et c'est ces exemples-là qui, en les refaisant, vous donneront confiance en vous et vous permettront de vous débrouiller en autonomie. Poursuivons. Donc, d'où vient cette expression? Si on regarde un tout petit peu, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour imaginer que pour aller de ce point-ci à ce point-là, je fais une première étape qui me donne le A, que vous retrouvez ici, et je dois rajouter cette partie-là. Alors, ne m'en voulez pas, mais voilà, on peut le faire, mais cet auteur-là, c'est H-Z. Et en vérité, j'applique Marcel Bénur, Joe, Thalès, avec ici cette distance-là, qui vaut tout simplement B-1. OK? Voilà. Et donc ça, c'est simplement Thalès. Donc on s'aperçoit finalement que voilà, c'est pas, ça fait bizarre, mais c'est pas non plus des plus terribles. Bien. Ceci étant dit, là, je demande beaucoup à ma carte vidéo, là, sinon, ça chauffe beaucoup. Alors, je suis toujours sur la question 2, donc je fais apparaître mes data. Alors, mes data, c'est la surface. Alors, si vous avez du mal avec le calcul d'une surface d'un trapèze, ça peut être super intéressant de le refaire. D'accord? C'est la moyenne des bases, c'est-à-dire petit a plus petit b sur 2, fois donc en gros h. Ici, c'était pas h, c'est l, j'ai fait une bêtise d'ailleurs. Non, c'est la surface, oui, pardon, ici, voilà. Cette surface-là, voilà. Voilà. D'accord? Donc la moyenne des bases. En faisant la moyenne des bases, en fait, on revient à un rectangle. Ce que vous piquez ici, vous l'avez en trop là. Donc cette zone-là,
vous la remettez ici. Voilà, et vous revenez à une surface d'un rectangle. D'accord? En se mettant au milieu. Okay, qui explique un petit peu notre affaire. En mettant au milieu, ben, c'est la monnaie. Voilà. J'espère que fois le H, ben, comme ça, ben, vous avez la surface, tout ça autour. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre. Pour un Z donné, on vient de l'évoquer, j'ai cette chose-là. Voilà. Et ben en fait, c'est fini. On a tout fait le plus dur, en fait. Il n'y a rien. Donc, à partir de là, on met en place The Bestiole. Et là, vous voyez que j'ai fait l'effort pour vous de vous mettre ça avec des doubles intégrales, histoire de ne pas vous perdre. Je vais lentement. Vous pouvez l'écrire. Tout ça, c'est fait en LaTeX pour vous donner une idée si vous avez envie de travailler sur ce produit pendant ces vacances, pour vos TIPE futurs, pour vos rédactions futures. C'est un super produit gratos et utilisé par les scientifiques. Donc, une référence absolue. Une vraie référence. Donc, résultat des courses. Alors, ici, je vais mettre tout à l'écran, refaire un zoom adapté pour ceux qui sont éventuellement sur leur téléphone. Voilà. Alors, ça donne un truc de malade. J'avoue. Ça donne un truc. Ça fait bizarre. Maintenant, cette planche, je vais vous l'envoyer. Rien ne vous empêche de cacher ces résultats et ensuite simplement d'essayer de les retrouver. Ça fait comme un mini TD. Tous ceux qui me posent la question, et vous êtes nombreux à dire mais comment on peut arriver à se débrouiller tout seul et eh bien, en fait, la clé, c'est les DM, la clé, c'est de refaire des TD. Et donc, en distanciel, j'en fais un peu moins, mais maintenant, ils sont un peu plus compliqués. On est sur la fin de l'année. Voilà, j'y peux rien. Donc, à partir de là, vous devriez aisément vous en sortir. Alors, j'ai zappé, voilà. Et donc, si maintenant on applique le PFS à cette bestiole. Alors, le PFS, je peux le faire apparaître progressivement, je ne sais plus. Voilà, à cette bestiole. Donc, jusque-là, ça a Baptiste Lemaire écrit. Alors, comment? Eh bien, c'est the same thing. La même chose. On y va. C'est une bonne question, Baptiste. Merci de l'avoir posée. Et je suis content parce que vous posez des questions. Voilà. Donc je vais, si tu veux, je vais revenir un petit peu dans mon truc. Eh bien, tu sais, tu te souviens, le truc, c'est toujours celui-là. D'accord? Et comme en fait, on a un problème surfacique, j'arrive à ça, tu sais. D'accord? Ok? Ça marche? Ok, ça marche toujours. Eh bien, cette expression-là, mon grand, tu vas faire scalaire Z. Tac? Tu me suis? Voilà. Résultat des courses. Tu vas obtenir ZG égale 1 sur S, somme de, on verra après, et j'ai un OM scalaire Z. Eh bien ça fait Z. Donc au lieu d'avoir un X tout à l'heure, eh bien on va se retrouver avec un Z, des X, des Z. Baptiste, ai-je répondu à la question? Oui, non. Eh ben tu vois, c'est génial. Bien. Donc Baptiste et tous les autres, essayez. De toute façon, vous avez que ça à faire. Ok? Bon. Donc, clairement, voilà. Continuons notre histoire. Et en plus, c'est filmé, vous pouvez faire des captures d'écran. Donc voilà, vous avez vraiment. C'est différent, mais c'est pas pour autant que c'est moins bien. On va s'occuper au PFS. Alors, si j'applique le PFS, le poids, c'est moins PZ. Avec qu'est-ce que c'est que P? Bah, cette fois, ce n'est plus le ρE, mais le ρB, B comme béton. Qu'est-ce que j'applique
Alors, qu'est-ce qu'on appelle S? Le S, c'est le S de tout à l'heure. Que vaut L? La longueur fait ça. Si vous avez une surface ici S, et que vous multipliez, puisque c'est la même, et elle est linéaire avec L, eh bien, en fait, ce terme-là, précisément, c'est le volume. Or, G, c'est une densité volumique que vous avez appliquée à G. C'est-à-dire, ici, vous avez en haut des kilogrammes par mètre cube. Vous multipliez par des mètres cubes et vous multipliez par G, des newtons par kilogramme, c'est une de ces unités, hein, et le tout, vous trouvez des newtons. Que représente Fx? Que représente Fz? En fait, je vais effacer. En fait, ce qui se passe, c'est que sur votre sol, vous avez une action. Pour l'instant, vous ne savez pas comment elle est faite. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a forcément une composante horizontale qui doit, que je vais appeler Fx, s'opposer au déplacement de l'eau, et une composante verticale que j'appelle Fy, qui va, elle, s'opposer au poids. Voilà l'action du sol. C'est-à-dire qu'ici, vous avez F du sol sur le barrage. Ah, merci, Noé, excuse-moi. Heureusement que tu es là. Ah, Merci. Au moins, je sais que tu es là, c'est pas mal. Je vais essayer. Voilà. Hop, c'est pas de l'eau bien sur la tête. Voilà. Et donc, c'est bien FZ. OK, dirigé vers l'eau. Merci, Noé. Donc, résultat des courses, on voit bien que s'il n'y avait pas Fx, eh bien, tout simplement, le barrage irait vers la droite. S'il n'y avait pas FZ, eh bien, le barrage s'enfoncerait dans le sol. Donc, le Fx, qu'est-ce que c'est? Je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière en faisant ceci, et en faisant ça, et en faisant cela. Que vaut le Fx? Eh bien, en fait, le Fx, je vais me remettre peut-être. Je fais pas de bêtises. Qu'est-ce que fait le Fx? En fait, ce que je vais appeler le Fx, c'est l'équivalent de cette chose-là, avec un 6 mois. C'est-à-dire, on va avoir en fait l'action d'eau. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Donc, cette action d'eau, on la connaît, on l'a établie précédemment. Je reviens en arrière, je reviens dans l'orienté dans l'équation 2, et j'en reviens ici. Résultat des courses. Et si on regarde un petit peu plus près cette chose, on s'aperçoit donc que le sol, ah mince, autant pour moi. Le sol, normalement, c'est pas visible. Voilà. En X, plus l'action de l'eau, elle était dirigée vers la droite, donc ce qui explique que c'est une plus. D'un côté, doit faire 0, c'est le terme de la résultante. C'est le P, R, S, global. De même, Z, moins le poids. Donc, on note ici que vous avez un rho B, et ici, vous avez un rho E. On est d'accord. OK, bien différent. Je reviens un peu en arrière. Bon, c'est là que la carte vidéo, quand je fais les mêmes comme ça. Et du coup, si je regarde cette affaire,
on observe que dans la pratique, mon action à la limite de chez limite, eh bien, je n'y mets pas fin pour l'instant. Noé. Pour l'instant, je n'y mets pas fin puisque l'action, je la connais. L'action de la pesanteur, je vais l'estimer, mais j'imagine la connaître. Là, j'y mets un an bêta. Enfin, je prends bêta parce qu'alpha, c'est souvent utilisé. Je répète ce que je dis encore. Voilà. Donc ça, c'est très clair. J'espère. Poursuivons notre affaire. Donc, on obtient fx et fz, tout naturellement, ici. Voilà. Voilà. Donc là, nos problèmes. Est-ce que je vous ai perdu? Merci, Émilie. Ça fait plaisir. On attaque des choses plus compliquées. On va s'attaquer à ce qu'on appelle cet axe central. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, Emilien et tutti quanti, dans la pratique, je vais refaire un zoom, j'ai fait déjà ça avec vous une première fois. Vous n'avez pas suivi. Vous l'avez noté, mais vous n'avez pas suivi. Le problème, Emilien, je vais changer de couleur, c'est que ici, je ne sais pas du tout où cette chose-là s'applique, Emilien. Non. I don't know. Je l'ai fait gentiment au hasard. Ça ne m'empêche pas de trouver les valeurs, mais je n'ai pas l'axe central. Et l'axe central, il va être important, je vais vous en parler tout à l'heure, parce que, sans trop spoiler, si cet axe central n'est pas forcément bien placé, alors l'objet dont vous avez à étudier l'équilibre risque de basculer. On en a déjà parlé en cours avant de se quitter. Partons du principe que vous avez déjà compris tout ça, et je suis certain que oui. Je vais m'intéresser à l'axe central. Cet axe central, on pourrait, comme dans la question précédente, on va dire, le faire par les intégrales. C'est-à-dire m'amuser à calculer. Alors je vais revenir en arrière si vous voulez bien. Voilà, c'est ça que cet outil me permet et que j'espère vous est agréable. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Eh bien, nous avions calculé, je ne suis pas sûr d'être dans le bon calque, évidemment. Voilà. Je suis un peu têtu. Bien. Qu'est-ce que nous avons vu, mais pas développé dans la première partie, lorsqu'on faisait l'eau? Refaites au moins ça. Refaites au moins le problème de l'eau. Eh bien, tout simplement, on avait calculé le moment. Et l'axe central, on l'avait déduit en comparant, vous voyez là, il chauffe, c'est bien plus grand, en comparant la formule, pardon, ici, avec celle-là. Mais comment aurions-nous pu faire? Nous aurions pu appliquer cette formule-là. C'est-à-dire, j'ai le moment, j'ai la résultante, et j'applique le produit vectoriel. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc, ça serait la solution purement mathématique. Il n'y a aucun souci, si vous la faites, ça marche. Et donc, supprimer cette chose-là. Revenir là-dessus. Et revenir là où j'en étais. Ici. Donc là, on voudrait s'éviter, et je pense que parmi vous, certains ont bien compris qu'un dessin, parfois, vaut mieux que 1000 explications. Qu'est-ce qu'on observe? On sait une chose. Si globalement, j'applique
et je pars du principe que vous avez compris, le PFS, et que je sais que l'action... Ah, mince. Encore une fois, ça me fait lourd. Je vais mettre dans le cadre. Hop, là, je l'ai. Voilà. Donc, si j'applique le PFS, et si on admet que le sol va générer une résultante, ce fameux F tout à l'heure, alors, je vais appliquer le PFS, et précisément au théorème de la résultante statique. Alors, cette résultante statique, elle va me donner quoi? Elle va me donner, en fait, l'action de l'eau sur le barrage, plus l'action de la pesanteur, plus l'action du sol sur le barrage, égale le vecteur nu. Vous l'écrivez. Nous avons fait une interro. C'est vrai. Donc, dans cet interro, je vous avais demandé, est-ce que le fait que un solide soumis à 3 glisseurs en équilibre voit ces 3 glisseurs concourants? Je vous l'ai démontré numériquement en cours en 3D, et évidemment, ça marche en 2D. Donc, même en 3D, ça marche. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effort, il ne passe pas par n'importe quel point. Il passe par le point J. Voilà où se trouve F. Est-ce que c'est clair, Emilien? Oui. Voilà, comme ça, je l'ai un non et un oui. C'est bien. Donc, résultat des courses, j'espère que vous avez compris ça. Et ça, c'est très important. Pour autant, à ce moment-là de l'histoire, je vais ici faire une poche, je garde, peut-être on change de couleur, le fameux bêta. Et pas le phi, pour l'instant donné. C'est ça qui est difficile. Donc, si là, vous comprenez quelque chose, et là, vous avez une vision globale de l'affaire, je vous laisse faire un petit crowbar, pendant que je nettoie un peu mon bazar. C'est pas ici, c'est pas. J'espère que vous avez compris. On prend du temps. Vous voyez, on a commencé à 10h, les 10h45, je n'ai pas le sentiment que vous soyez trop ennuyés, j'espère en tout cas. Voilà, donc cet axe central, je vais quand même effacer ce que je viens de faire, histoire de ne pas surcharger, évidemment, cette chose-là. Voilà. Proche. Crac. Voilà, voilà. Donc là, je ne fais pas de bêtises, on était sur l'axe central. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai voulu vous faire comprendre à l'instant. Vous voyez, je me suis vraiment fait suer, ça prend un temps fou, mais j'espère que vous comprenez bien ce dont je parle. Donc ça, c'est l'axe central, et vous avez, voilà, le XG. Donc, pourquoi je n'avais pas besoin, Baptiste-Lemaire, forcément du ZG? Parce que quand vous regardez les coordonnées du point J, il est en hauteur, sur l'axe central de la densité associée à l'eau.
Donc c'est pour ça que j'avais pas besoin. Je vais remettre un calque ici. Voilà. Et donc avec le brush, c'est pas bien. Voilà. On retrouve Baptiste sur H sur 3 qui était ici. D'accord? Parce qu'il passe pas par G. Donc le ZG, ben ouais, ils sont patoches, mais pas dramatique. Et par contre, j'ai insisté sur XG, pourquoi? Parce que le XG me donne d'autres coordonnées du point G. Est-ce que c'est clair, Baptiste? J'espère que. Résultat des courses. Je vais donner 30 secondes parce que je pense que vraiment, n'en peut plus. Voilà, voilà. J'espère que c'est compris. Donc, vous voyez, je prends du temps, on prend du temps, mais j'espère que vous comprenez. Donc, résultat des courses, on a fait ça. Résultat des courses, on peut écrire que le tan bêta, si je remplace donc mon affaire, ben c'est donc le fx sur le fz. Et que faut-il cette fois, Noé Guettier? Eh bien, il faut absolument, je vais rajouter ici un calque. Eh bien, il faut absolument vérifier que vous êtes, d'une certaine façon, à l'intérieur du cône, Caroline. C'est-à-dire que vous êtes en équilibre. Et intérieur du cône, ça veut dire quoi, Caroline? Ça veut dire, je sais parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, que vous êtes finalement en arc-boutement. On en a parlé. Et donc, on voit très très bien un truc super génial, que la géométrie et la densité de votre barrage, tel qu'il est modélisé, en tout cas pour l'instant, avec ses ρE, ses ρB, son H, son A, son B, vous ferez le calcul, vous donne finalement une condition assez simple pour estimer, si vous voulez, quelle dimension prendre éventuellement en faisant des choix sur votre forme de barrage. Au-delà du résultat, qui est empreint d'énormément d'hypothèses simplificatrices. N'empêche que ça vous montre l'idée que maintenant, on sait trouver des résultats via des intégrales. Et ça, c'est quand même très intéressant. Si je regarde mon affaire, je reviens sur cet écran global. Et là, donc du coup, on se retrouve avec les informations données dans l'énoncé à trouver finalement une valeur minimale, étant donné les informations proposées dans l'énoncé, de cette valeur de f. Est-ce que vous avez compris? Je ferai un sondage. Alors, il y a deux choses que je pourrais tester, mais bon, l'important, quand je vous dis quelle est la qualité du live, il y a évidemment la qualité sonore, visuelle, mais aussi au niveau pédago, c'est-à-dire est-ce que les choses ont été clairement dites, exprimées, etc. Et encore une fois, c'est important comme retour pour essayer de toujours faire mieux. C'est ce que je vous invite à faire. Et, euh, et voilà, j'y crois, on peut toujours être meilleur. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir bien expliqué tout ça. Alors, ce que j'aimerais maintenant, parce qu'il est, merci Florian, j'aimerais, et vous voyez l'énergie qui est mise, je vous invite vraiment, j'insiste lourdement, vous invitez à en faire autant, vous devez vous dépasser. C'est vraiment, j'y crois très fort, et c'est comme ça que vous allez réussir. Bref, ceci étant dit, j'aimerais, si vous voulez bien, et, vous faire une autre chose. Vous parler du frottement exponentiel. Je reviendrai cet après-midi sur les dessins, et je vous ferai un autre exemple de calcul. Mais je pense que là, vous saturez en calcul. Et pour vous changer les idées, on va essayer de regarder le frottement exponentiel. D'accord? Si vous voulez bien. J'ai envoyé un certain nombre de choses. Alors, Noé et Ran. C'est quoi la valeur de... Il faut la fin de la phrase. Ah, ok, ok. Pardon. Dans ce cas-là, oui. Voilà.
Ça marche? Ok, Noé. De toute façon, je vais vous envoyer une photocopie de cette planche. De rien. Bien. Voilà, j'espère avoir été. Alors, Thomas, j'avais une question que j'ai posée au-dessus. Comment on sait que l'action de l'eau est à l'intersection de la surface de contact avec l'axe central? Donc, alors, c'est ce qu'on a fait. Ah, alors, ça. Alors, Thomas, j'ai envoyé truc sur le centre de gravité d'un triangle. D'accord? Ok? Alors, je peux revenir 30 secondes en arrière si tu veux bien. Hmm. Là, j'espère que tu vois. C'est là qu'on le voit, le A tiers de H. Tu vois? C'est l'axe Oui, central, d'accord. et on le démontre là. Donc l'eau passe par un tiers de H. C'est le trait bleu qui se trouve être là. Voilà. Bleu, mauve. Et ça, D'accord? on sait parce qu'on a déterminé que le moment, c'était un tiers de H fois la Alors résultante. voilà, c'est ça. On a trouvé le moment qui est là. Regarde, tu vois ici. Voilà. Celui-là. Et quand on regarde, si tu veux, l'expression de la résultante, qui est ici, voilà. Eh bien, quand on fait le rapport des deux, on trouve un tiers de H. Et donc, dans tous les cas, quel que soit le problème, on saura que ce sera. Voilà. Et ça, je le ferai plutôt à la rentrée. Et vous comprendrez, donc vous comprenez aisément pourquoi. Pour les densités soit constantes, soit linéaires, alors vous devez pertinemment déterminer le centre de gravité. C'était le sujet du planeur sous-marin qui est tombé il y a quelques années, qui a fait un massacre, mais un vrai massacre en SIA, un vrai grand massacre, parce que les gens, ben, ils ne savaient plus calculer le centre de gravité. Monsieur Bourzac et Monsieur Ballandier l'ont mis pendant des années en premier DS de deuxième année. Alors vous allez arriver en SP, et il y a des fortes chances que vous choquiez ça au premier DS, histoire de vous montrer que vous ne savez pas encore grand-chose. Donc résultat des courses, parce que vous confondez, vous ne savez pas calculer un centre de gravité, un centre de masse, un centre de surface, de volume, etc. Et ils avaient pris comme sujet un planeur sous-marin. Je vais revenir plus tard là-dessus, si vous voulez bien, même en aparté, en privé. J'aimerais, pendant que je vous tiens, parler un petit peu du frottement exponentiel, Paul. J'y reviendrai. Je ne t'oublie pas. Ah, alors, par le calcul ESG, mais pas pour l'axe Y. L'axe Y, on s'en moque puisqu'il est au milieu, hein, Baptiste. On va revenir sur le frottement exponentiel. Donc, j'aimerais que vous me suiviez. Je vais essayer d'être le moins mal possible. Alors, ce dessin, je vous l'ai envoyé. On se reverra, Paul, pour vraiment parler en détail. D'accord? Tu t'inquiètes pas. Alors, ce dessin, il représente, il faut imaginer, je vais rajouter un calque dans mon histoire. Hop, clac, clac, clac. Voilà. Il faut imaginer, tous autant que vous êtes, que cette fois, ce n'est pas une poulie. Que vous avez le winch. Et alors, pourquoi je voudrais le faire? On est le matin, vous êtes plus dispo. Et surtout, vous avez tous manipulé, juste avant qu'on se quitte, ce winch. Et je vous ai promis qu'on le calculerait. Je vous ai promis qu'on le ferait. Et on va le faire. Et c'est pour ça aussi que je vous ai, comment dire, présenté ces actions donc, locales en introduisant tout à l'heure, dans la pratique, la notion de frottement que je mets ici à l'écran. D'accord? À ce niveau-là. OK? Voilà. J'aimerais profiter de cette dernière séance vraiment de gros calcul pour que vous compreniez bien les choses. Je reviens ici. Voilà. Vous voyez un peu l'intérêt de cette interactivité. J'espère que vous l'appréciez. Moi, j'en suis. Alors, pour comprendre comment on va faire le calcul, donc d'abord le paramétrage, hein. Donc là, je ne me suis pas fait suer, j'ai pris un scan d'un dessin. Il est pour moi pas parfaitement, si vous voulez bien, représenté. En particulier θ, hein. Θ devrait avoir une origine et une arrivée, mais bon,
On va pour aujourd'hui pas trop s'embêter. On va faire un zoom de la zone de contact. Alors, ce que j'appelle la zone de contact, entre la corde et le winch, si vous voulez, c'est là où vous voyez où j'ai le D bêta. À ce niveau-là. Non, les choses sont bien claires. Donc, à partir de là, je fais ce zoom. Et là, on obtient cette chose-là. Je vais zoomer. Ouais, j'espère que tu vois. Voilà. D'accord? Super. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Vous essayez de me suivre comme c'est pas permis. En fait, on va se placer dans un premier temps. Donc j'ai bien dit que ça, vous voyez, le D bêta que vous voyez ici, je devrais me mettre dans le stylo pour que vous compreniez bien. Ce D bêta là, c'est ce D bêta là. On s'est pris un repère X, Y avec ici, si vous voulez, l'axe des Y. D'accord? Vous voyez? On est bien d'accord. Et c'est tellement petit, tellement tout petit, que je vais simplement pouvoir le mettre horizontal pour bien vous expliquer la suite des calculs. Résultat des courses, on va se placer dans la situation suivante, les amis. La situation, Oscar, qu'est-ce qu'on part du principe? Oui, j'y arrive, mon grand. Parfaitement. C'est ce que j'allais dire. Merci, Oscar. On part du principe que je suis en train d'essayer de tirer, que je suis à la limite de faire en sorte que le poids P remonte. Donc, que T2 est plus grand que P. Sauf qu'à ce moment-là de l'histoire, T2 et P sont des actions globales. Et moi, je ne m'intéresse qu'à une petite zone de mon câble. Et vous avez compris, on fera plusieurs tours de ce câble. Alors, que se passe-t-il? Si on se place à la limite de ce glissement, alors vous avez une action en gros de ce tambour de rayon R qui va s'opposer. Donc une composante normale, que je vais appeler dm, et une composante tangentielle, que je vais appeler dt. Est-ce que c'est clair? Alors, plus précisément, parce qu'il y a deux fois un dt, je ne pourrais pas mettre les dt ici, un dm, et je vais faire une composante ici plutôt f fois dm. Et cette composante-là, pour pas que vous la confondiez avec le t, je vais l'appeler par exemple t'. D'accord? Sinon, vous allez confondre ce t ici avec le t qui est là. T comme tangentiel. Est-ce que c'est clair? Là, j'ai besoin que vous soyez OK. Deuxième difficulté, j'ai pris une portion d bêta. Ce d bêta se retrouve ici. Autrement dit, comme j'ai le même rayon là et là, je mets mon repère pile poil au milieu. Donc ici, j'ai d bêta sur 2. Si j'ai d bêta sur 2 à ce niveau-là, je retrouve d bêta sur 2 ici. Mic on, mic off. J'espère n'avoir perdu personne. Et là, vous allez me dire, monsieur, ce problème, on ne l'a jamais vu. Comment on peut essayer de s'en sortir? Alors, j'attends que les questions arrivent. Je continue pendant ce temps-là. Eh bien, on ne s'embête pas. We are going. Alors, j'ai pas compris le dB sur 2. D'accord. Alors, j'y reviendrai vraiment. D'accord. Pour l'instant, yes. C'est une histoire de repère qui bouge. D'accord. Alors, je vais rajouter peut-être un petit truc noir. Ici, il y a un angle droit. Donc, je le fais ici noir. Si je fais ça, et que ici, j'ai un angle droit. L'angle qui est ici, c'est le même que là. Ah oui, ok, c'est bon. D'accord, merci.
Voilà. Ok. Bien. J'espère avoir été. Et donc là, si vous voulez, cette chose-là, je pense pas forcément. Je pense pas forcément. Bon, je continue. Donc, à partir de là, je fais mon PFS et je l'applique selon l'axe des X. Qu'est-ce qu'on a selon l'axe des X? Donc, je le fais en live avec vous. Vous pouvez le faire. Vous voyez, j'efface comme si j'effaçais mon tableau. Voilà. Suivant l'axe des X, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir, dans la pratique, la projection ici. Donc, on aura un T cosinus d bêta sur 2. Ici, on aura un T plus dt en norme cosinus d bêta sur 2. Et cette chose-là, c'est le df sinus phi. Comme cette partie-là, ce serait un df cosinus phi. D'accord? Pour bien comprendre l'idée. On y reviendra plus tard. De même ici, verticalement, j'ai un T sinus d bêta sur 2. Et ici, j'ai un T plus dp sinus d bêta sur 2. Voilà pour les petites grandeurs qui vont apparaître un petit peu dans la suite. Je vous laisse le noter. Il est 11h03. On est largement dans les... Bien. On fera éventuellement quelques calculs tout à l'heure dans la politique. Voilà. Donc à partir de là, on peut passer à la suite. Tiens. Donc, du coup, vous avez compris mon propos. J'obtiens, je fais un zoom. Quand je fais des zooms, la vidéo prend une baffe et ça chauffe. On fait la même chose selon les Y. Bien sûr, je rajoute les signes. Est-ce que pour l'instant, je ne vous ai pas largué? Ça va, on est d'accord. OK? Continuons. Là, on va faire, ça va faire plaisir à certains, et puis peut-être vous serez plus attentifs quand vous verrez ça avec M. Aldebert. Nous sommes dans le domaine infinitésimal. Et alors ça, c'est quelque chose que nous, on admet. Hein. Mais franchement, les Euler et compagnie, qui ont démontré ça sans ordinateur, sans rien, ce sont vraiment des gens que je respecte parce qu'ils ont démontré le calcul infinitésimal. Là où nous, on fait des approximations, ensuite, le calcul infinitésimal et donc intégral, eh bien, permet de gommer ça. Alors, je serais incapable de vous démontrer ces théorèmes-là, vous demanderez à M. Aldebert, mais ça fait partie des choses franchement énormes. Donc, si à partir de là, on considère comme hypothèse très classique, finalement, que sinus d bêta sur 2, c'est d bêta sur 2, et cosinus d bêta sur 2, c'est sensiblement égal à 1, alors on obtient, si je ne me suis pas planté, tout ça, que je vais commenter, si vous voulez bien. D'accord. Je vais... vous inquiétez pas, vous aurez la planche. Restez top concentré sur les étapes. Si on regarde la première équation, on voit qu'ici, vous avez un t cosinus d bêta sur 2, ici avec un t cosinus d bêta sur 2, précédé ici d'un signe moins, ça disparaît déjà naturellement. Il nous reste ici un df sinus phi, et ici, il nous reste un moins dt cosinus d bêta sur 2. Comme le cosinus d bêta sur 2 est sensiblement égal à 1, il disparaît et ça donne cette première équation. La seconde, sur très exactement le même principe, vous obtenez une première étape qui est celle-ci. Promis.
Aucun problème. Ça marche? Ça se fait très bien. Au passage, vous notez qu'ici, j'ai pas un 2. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai un moins t sinus d bêta sur 2. Ici, j'ai moins un t sinus d bêta sur 2. Donc, j'en ai 2. Quand je remplace le sinus par ça, le 2 se simplifie. Non, j'efface au fur et à mesure. Sinon, je vous enverrai des choses pas faites. Résultat des courses, on arrive ici. Jusque-là, vous me suivez. Bon, là, c'est Michel Devers qui devrait prendre le relais, et il le fera. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, T, par exemple, ça vaut 15. Et puis, d bêta sur d bêta, ça vaut peut-être 0,1. Mais ici, vous avez dt, il vaut peut-être 0,5. Et d bêta sur 2, 0,05. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit qu'on a le produit de deux termes infinitésimaux. Alors qu'ici, on a un terme infinitésimal fois un terme constant. Résultat des courses, ce terme-là devient négligeable devant tout le reste. Et du coup, vous obtenez cette équation-là. D'accord, monsieur? Et la suite? La suite n'est pas difficile. On doit rester concentré. Noé, je répondrai à la question. Si je prends cette équation 1, que je numérote ici, cette équation ici, que je numérote 2, on obtient dans les deux cas la présence d'un df. Qu'est-ce que vous avez compris? On va évidemment réaliser dans un sens ou dans l'autre, par exemple 1 divisé par 2, et en la manipulant, obtenir cette chose. Si je l'écris pour que vous soyez convaincus, si vous voulez, je vais avoir ici un df sinus phi égale dt. J'ai un df cosinus phi égale t d bêta. Si je fais la division des choses-là, ça roule, et j'obtiens le dp sur t, je vais mettre d bêta sur t, égale de l'autre côté, tan phi, égale à f. Ensuite, le d bêta, je passe de l'autre côté du signe. Et là, se pose une dernière difficulté. Je vais mettre 30 secondes parce que je vais éteindre mon logiciel. Voilà. Je fais une dernière étape. Vous voyez, j'essaye de vraiment détailler. On fait les choses autrement. On fait les choses. Et si vous avez compris un truc, alors je vais vous rappeler un souvenir. Souvenir lointain ou pas. Eh bien, dans la pratique, vous savez que lorsque je fais. Ah, j'ai fait des bêtises. Dans la pratique, quand je fais la primitive de dx sur x, vous savez que ça donne ln de x. Je n'ai pas le choix que de vous renvoyer à M. Aldebert. Dans ce cas-là, si je fais le primitif de dt sur t, ça va me donner le logarithme de t.
Ça semble cohérent. Si je fais la primitive de dx, ça fait x. Elle est constante. Autrement dit, ça veut dire que si je fais la primitive de d bêta, ça va me donner bêta. Ah oui, mais nous, monsieur, on ne fait pas une primitive, on fait une intégrale. Ah, c'est pas compliqué. On va rajouter les bornes. Donc ici, je vais l'écrire je vais effacer ce que je viens de faire. Et j'y vais. Et donc, ça va me faire logarithme de t, pris entre, on verra ce qu'on appelle T1 et T2, et égal de l'autre côté, un f. Et ici, on a dit bêta, pris entre deux valeurs. Alors, c'est là que je vais mettre un θ1 à θ2. Et dans mon application pratique, j'ai considéré que θ1, je le prenais égal à 0, et que lui, je le prenais égal à θ. Résultat des courses, on va avoir donc logarithme de T2 sur T1 égale f θ. Et si maintenant cette expression, je la passe en mettant évidemment l'exponentielle dans la partie, je me retrouve avec ça. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je sais que ça va vite, mais je vous répète ce que je dis. Je vous enverrai cette planche que vous pourrez voir nettoyer, parce que j'en ai mis partout. S'il reste des petites choses. Voilà. Et donc, résultat, conclusion. En fait, dans cet exemple-là, Oscar, Pierre Xambert, on observe que T2 va s'appeler le brin tendu et T1 le brin nu. C'est ce que vous observez parfois sur même les transmissions par tout. Voilà, voilà. Vous allez dire, monsieur, j'ai bien compris. Est-ce qu'on ne peut pas faire un exemple? Oui, bien sûr. Donc là, je voulais envoyer aussi, et on va reprendre cette chose-là. Je vous laisse le découvrir. Et cette fois, Oscar, pour bien embêter tout le monde, je vais considérer cette fois que je ne veux pas trouver l'effort FT1 qui me permettrait de soulever T2, mais juste l'effort T1 capable de retenir T2. Oui. J'essaye d'être simple. L'expression précédente, je peux revenir 25 secondes précédemment. L'expression que nous avons établie ici, je peux très bien, je vais reprendre mon petit brush, l'exprimer de la façon suivante. Grâce, je peux inverser mon exponentielle. On est d'accord? Et là, on voit que T1 est plus faible. Alors, la question, c'est comment on sait, monsieur, quel est celui qui est tendu et celui qui est mou? Ben là, c'est l'énoncé. C'est l'énoncé qui va vous le préciser, et puis peut-être, si ce n'est pas vraiment bien précisé, à vous de faire une hypothèse. Donc, je vais effacer ça. Et je vais revenir à Mimi. On continue à s'accrocher. Il est 11h16. Tout va bien. Si vous reprenez le winch, c'est l'expérience que nous avons faite en D148. Eh bien, il faut imaginer que la charge T2, ce sont les 40 kg de masse pour halter que vous aviez au bout de la corde. Et T1, ben, très simplement, ce sont des fois les deux mains, des fois la main,
des fois 3 doigts, 2 doigts et pour certains d'entre vous, 1 doigt. C'est-à-dire que dans la pratique, je vais reprendre mon bazar. Ça, ah zut, ça, c'est le brin tendu dans notre expérience. Celui-ci, je dirais que c'est le brin mou. Et là, le brin, j'exagère, on pourrait faire ça plein de fois, très mou. Au fur et à mesure, et c'est comme ça qu'on peut imaginer, par exemple, attacher un bateau très conséquent hein, sur un support que vous trouvez en général dans les ports et faire des tours de corde autour. Dans cet exemple, évidemment, hein, que les choses soient très très claires, nos métiers, on suppose que, alors je ne devrais pas le faire là parce que ne va pas confondre, ces deux parties-là sont supposées être non tournantes, ce ne sont pas des poulies, Caroline. La différence d'autres exercices où ce sont des poulies. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous remontez un peu la chaîne de l'étude, à chaque fois votre corde va se voir être finalement affecter une sorte de charge plus réduite que celle qu'on doit supporter. Grâce à qui? Grâce au fait que vous ayez une corde qui s'enroule sur votre support. Ce sont des dessins que j'ai faits avec AutoCAD. Ils ne sont pas vraiment parfaits, mais ils ont le mérite, je l'espère, d'être clairs. Et donc, on va voir la suite. La vraie question, c'est que vaut alpha? On vous donne pour ça les deux rayons et le diamètre. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps, il est 19. Ce n'est que de la géométrie pour le prouver. Ça se fait. D'accord? On le prouve. On trouve cette expression-là. Je vous ferai un dessin si j'ai 2 secondes avant de se quitter pour trouver la valeur de alpha. Le alpha se trouve être là. Où est-ce qu'on le retrouve, le alpha? On le retrouve ici. Pourquoi? Parce que ce trait-ci et ce trait-là sont perpendiculaires à au même support. Donc, ce sont des angles internes externes. Je ne sais pas comment, finalement, vos profs pouvaient vous l'exprimer. Mais en tout cas, on trouve cette expression-là, je vous dirai comment un peu plus tard. La question, c'est que vaut les fortéens? Alors, pour ça, je vais essayer de décrire ce que c'est que ce qu'on appelle θ. D'accord? Alors, pour faire θ, quel est l'angle total de contact? L'angle total de contact, je vais, si vous voulez bien, effacer certaines choses pour éviter que vous soyez ennuyés. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a appelé θ dans la formule de tout à l'heure? Changer de couleur. Eh bien, le θ, en fait, c'est pas simple. Alors, et en fait, il y a déjà tout ça, qui n'est pas, et ceci, d'autre part. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ici, si je mets un angle droit, on voit très bien quelle va être la valeur de θ. Θ va valoir, dans sa totalité, 162. Qu'est-ce que c'est, θ? Donc ici, je vais mettre un θ1. Ici, je vais mettre un θ2. θ1, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut pi sur 2
le sac 3. Θ 2 égale alpha. Θ 1 égale θ 1 plus θ 2. Et j'en ai fait pour vous l'application lumière. 35 degrés. En gros, x2, 70. 70 plus 90. 160. OK. Donc, vos T1. On donne le coefficient de frottement égal à 0,1. Et du coup, on applique tout simplement la formule. Mais cette fois, on sait que le brin mou, ou très mou, il est beaucoup moins important. Donc forcément, en termes de relation, ici, vous avez moins Fθ. Alors ce n'est qu'un petit exemple. Un petit exemple. Donc dans la pratique ici, je n'ai fait que le contact en imaginant que la corde qui se trouve être au niveau de T1 s'arrête à 90 degrés ici et part horizontalement. On pourrait très bien imaginer faire un tour supplémentaire, un tour supplémentaire, un tour supplémentaire, voire faire un tour et revenir ici et faire des 8. Vous comprenez pourquoi dans la marine on fait ça. Donc on trouve 75. Vous me dire, ouais, monsieur, c'est pas top, 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 on passe du 100 à presque 76. Et ça doit vous rappeler le fait que quand je faisais un tour, certains arrivaient à soutenir les 40 kilos qui se trouvaient de l'autre côté, mais pour autant, c'était quand même un peu pas facile. Ça se faisait, mais pas facile. Avec un tour supplémentaire, on obtiendrait 40 newtons au lieu de 75 dans cette application. Donc on voit très nettement, si vous voulez, alors je sais ce que j'ai mis ici. Donc là, je vais vous démontrer comment on trouve ce alpha. J'espère que vous avez compris. Donc la question, c'est comment on trouve cette relation pour trouver alpha. Il y a plein de façons de faire ça. Donc déjà, je vais effacer ça. Il est 24, vous voyez. Pour 1h30, ça se fait. Sauf que je ne suis pas dans le bon calque, évidemment. Évidemment, j'ai dû mettre ça dans le calque inapproprié. Super, malin. Ce que j'ai fait. Bon, je devrais m'embêter tout à l'heure. Bref, passons. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Vous me donnez quelques instants. Désolé. Bon, je ne peux pas trouver immédiatement, facilement, donc vous allez essayer de me suivre. Vous êtes en live avec moi. Donc, où est-ce que je vais pu mettre ces hypothèses? 30 secondes. Bon, c'est peut-être que par rapport, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, tant pis. J'ai pas de temps de perdre. Comment je le trouve ce alpha? Ben, le alpha, voilà l'astuce. Vous essayez de me suivre, je sais, la figure est un peu surchargée. Je suis désolé, j'y reviendrai plus tard. L'astuce, elle est assez simple, en fait, mais il faut l'avoir vu une fois. Il y a plusieurs façons de calculer ça. Je vais le mettre dans un nouveau calque en changeant de couleur. En fait, vous pourriez prolonger, en fait, ce trait-là et faire ici un point. Et à partir de ce moment-là, comprendre que l'angle que vous avez ici, vous le retrouvez là. Et vous pouvez le calculer. Deuxième façon de le faire, et qui est quasiment immédiate. Vous prenez ce trait qui se trouve ici.
et vous tracez une parallèle. Distante, évidemment, puisque c'est le même rayon. Va donc forcément passer par là. Donc ici, vous vous retrouvez 2 fois le vert. Et l'angle, vous le retrouvez ici. Résultat des courses, cette distance est comprise. On trouve parfaitement cette chose. Voilà. Donc, désolé pour les surcharges. Là, j'ai pu à un moment donné m'emmêler des pinceaux dans les calques. Je suis amené à ça de vous envoyer le lâcher. Il est 11h27, précisément. Voilà, donc je vais refaire tout à l'heure un sondage. Et voilà. Je vais répondre à une question que m'a posée Noé. Bon, il est 27, il était pas 30. La question de l'exemple de l'arc-voûtement. Est-ce que finalement, à un moment donné, en faisant très très fort, ça va glisser? Noé, la réponse est non. Tout ce qu'on finira par faire, et vous pouvez chez vous essayer, c'est de détruire la structure. Ça, c'est pas dans l'hypothèse de calcul. Mais vous allez tordre votre levier, vous allez tordre la pièce sur laquelle vous glissez, mais vous allez comprimer, déformer de façon permanente les surfaces de contact. Mais vous serez purement arc-bouté. Je vous ferai une expérience. Une expérience sur l'arc-boutement. Je mettrai ma caméra et vous me verrez en direct vous faire, face à vous. Je vais être capable de soulever une bouteille en verre avec une paille. Une paille même très fine. Vous verrez comment. Certains l'ont peut-être déjà vu, cette astuce. Et ça marche par arc-boutement. Tout ce qui peut se produire, c'est que l'objet qui participe à l'arc-boutement s'effondre. C'est-à-dire, on parle en mécanique de ruine mécanique, c'est-à-dire qu'il va complètement se détruire d'un seul coup, violemment, un peu comme une éruption volcanique, mais en aucun cas, vous arriverez à le faire glisser. Voilà, il est 29, nous avons commencé à 10h, plus de poil dans les temps. Je vous remercie de votre patience, et puis j'espère que vous avez compris des choses. J'ai essayé d'y aller plus lentement. On se retrouve à 13h. Ce sera une séance beaucoup plus courte, si vous voulez bien. On voulait parler du dessin, regarder avec vous des éléments de solution de correction. J'en ai reçu un paquet ce matin. Et bien évidemment, vous avez imaginé bien qu'il m'est impossible de vous les corriger dans le direct. Mais j'aimerais rappeler et dire à tout le monde que dans bien des cas de ceux qui l'ont envoyé jusqu'à hier soir à peu près, mais pas trop tard, eh bien, ils ont reçu leur correction dans la foulée. Donc le travail est différent et vous avez une réponse dans presque l'immédiateté. Voilà, bon appétit. J'avais une question, monsieur, par rapport à ce qu'on vient de faire. Oui, présentez-vous, Gauthier, d'accord. Non, c'est Thomas. Thomas, pardon, alors, mince. Là, on a des traits, on a des poulies, c'est des simples ronds avec des traits. Dans la réalité, quand il y a une surface de contact plus importante, ça va modifier le F, c'est tout? Alors, je vais essayer de reprendre ta question. Si la poulie, pardon, ça tourne pas, hein, mais si le winch prend le winch, tu te sers de la corde toujours sur la partie métallique. Le F, pour des raisons pratico-pratiques, et ici on n'est pas dans l'idéal parfaitement, mais quand même, il sera toujours le même. Par contre, si dans le winch, en faisant 4 tours par exemple, Thomas, le 4e tour, au lieu que la corde ne touche le winch, elle s'enroule autour de la corde, alors tu auras un second F à considérer. Tu me suis? On aura le coefficient de Oui, frottement de ça, la d'accord, corde oui. sur la corde. Voilà. Donc tant que tu restes, Thomas, je ne sais pas si je réponds parfaitement à la question, sur un même couple de matériaux, alors le F est constant. Clairement, C'est par peut-être contre, moi qui... dans le temps, le winch, la corde, à force, si tu veux, de l'utiliser, eh bien, le coefficient de frottement entre la partie métallique du winch et la corde va évidemment évoluer puisque soit la corde sera un peu mouillée, soit elle sera usée, et c'est la même chose pour les systèmes anti-chute
ou des systèmes de grimpe pour ceux qui font de la varap, la corde, normalement, elle a une durée de vie et elle doit être examinée. Donc, tant que, et c'est ce que l'on fait là, on considère qu'il n'y a pas usure et qu'il n'y a pas modification d'éléments de surface de contact ou éléments d'objets en contact, alors elle fait constat. Je pense que c'est moi qui me suis mal exprimé. Là, sur un dessin, on a l'impression qu'il y a une surface de contact, mais c'est juste un trait. Mais si par exemple on a une courroie plate, mais pas une boucle, si on a une corde plate, il y aura bien une surface de contact plus importante. Oui, tout à fait. C'est ce qui va changer ici. Voilà. Donc là, on fait l'hypothèse que le contact, si tu veux, on se place dans le plan médian et que le problème devient plan. D'accord? C'est-à-dire que, je ne vais pas le redessiner là, si tu veux, mais en imaginant, Broche, si tu me suis toujours, que ta poulie, elle est comme ça, sur le support. Voilà, toute cette surface-là. Nous, dans notre étude, on se place dans l'élément médian. Le trait que tu vois, c'est celui-là. Et on suppose que les efforts ici et là sont identiques. Donc, on pourrait rajouter une surface de contact, d'accord, les coefficients correcteurs en fonction de la largeur de la corde. Pour l'instant, effectivement, on a considéré que cette largeur-là était négligeable et qu'on associait ça à une sorte de ligne. Et Thomas, tu as parfaitement raison, il faudrait en rajouter. Il faudrait en rajouter. Je pourrais vous montrer comment, mais les calculs deviennent encore plus compliqués. Il y aurait une dimension transverse à mettre en place dans l'intégrale. D'accord? Donc, c'est un poil plus compliqué, je te l'accorde. Je ne sais pas si cette fois j'ai répondu à la question. Oui, c'était bien ça cette fois. Merci. Merci. Alors, tu vois, comme quoi, hein, c'est pas simple. Hein. Je vous laisse ça comprendre. Voilà, je vous souhaite une très, très, très bonne dégustation, déjeuner, autrement déjeuner. Pardon, oui, c'est ça, déjeuner. Et puis à tout à l'heure à 13h. On fait comme ça. Au revoir, Allez, à monsieur. plus. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.